Une banque a été assassinée par les gouvernements de l'Espagne, d'Andorre et des États-Unis pour détruire le mouvement indépendantiste catalan. Voici comment et pourquoi cela s'est produit. C'est une histoire pas possible. Si vous faisiez un film, on pourrait vous dire de le rendre réel. Je ne manque pas de confiance pour expliquer ce qui s'est passé. Et si je dois être emprisonné parce que j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire, dites-le moi. Not say, someone tell me. Je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme que c'était la fin. J'ai réveillé mes enfants et je leur ai dit que c'était la fin. Ils ont lancé une procédure contre moi et ma femme pour nous faire peur. J'ai tout perdu et j'ai dû recommencer à zéro. Ils ont essayé de nous inculper de blanchiment de capitaux, d'abus à mineurs, de trafic de drogue. Ils l'invitent parce que ce n'est pas une question de résultat, mais sinon de détruire la personne et sa défense. Je suis d'accord avec la loi et avec les termes basiques de la démocratie, mais eux, ils ne le sont pas. C'est étrange de ne pas protéger, au nom de la démocratie, l'héritage de la dictature sans la séparation des pouvoirs, sans respect pour la liberté et la vérité. Nous ne pensons jamais que nous serons les objectifs d'une conspiration comme celle-ci. C'est quelque chose que nous voyons à la télé. Les gens en ont assez et cela arrivera au point de rupture. L'Andorre payera le prix. Les jeunes paieront le prix. Mon père n'est pas un mauvais homme. Il a eu un problème car le gouvernement a vendu notre pays aux États-Unis. Notre histoire commence en Andorre, un micro-pays avec un territoire de 180 000 carrés, constitué de quelques vallées des Pyrénées, entre la France et l'Espagne, et a une population totale de 80 000 personnes. Nous pouvons asseoir toute la population de l'Andorre au Madison Square Garden. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ce pays jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas le seul. Il n'est pas rare pour un résident d'Andorre de se faire arrêter au contrôle de passeport aux États-Unis et de se faire interroger sous l'accusation d'avoir un faux passeport d'un faux pays. La qualité de vie de l'Andorre est une des plus élevées au monde. Sans pauvreté ou crime, elle est classée parmi les 5 pays les plus sûrs. La source de son PIB vient des 8 millions de touristes qui visitent chaque année le pays pour ses pistes de ski, ses boutiques hors taxes et son système banquier. L'Andorre réussit à être indépendante en 1278 et durant les derniers 700 ans, elle fut gouvernée par des seigneurs féodaux médiévaux jusqu'à ce qu'un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire fût créé avec sa constitution en 1983. L'Andorre a une situation paradoxale depuis quelques années. Il ne faut pas oublier que ce pays a 2 chefs d'État, 2 coprinces. Un est le président de la France et l'autre est l'évêque de la Seu d'Urgell. C'est-à-dire, au sommet du pouvoir andorran, il y a une personne nommée par le Vatican. C'est un héritage de l'époque féodale.
L'Andorre est la seule coprincipauté au monde. Sa constitution de 1983 ajouta des présidents démocratiquement élus. Durante la Segunda Guerra Mundial, hay muchos judíos que huyen. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont fui de la persécution nazie vers l'Espagne en traversant l'Andorre. Y se sabe que algunos andorranos Nous savons que quelques Andorrans tuèrent des Juifs pour leur voler leurs bijoux et l'argent. joyas, dinero. Y que Ceci est à l'origine de plusieurs fortunes de l'Andorre. es el origen de muchas fortunas de Andorra. Contrairement à d'autres pays qui utilisèrent les banques offshore pour cacher leurs richesses volées pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Banque d'Andorre, elle, est née de cette façon. Les banques offshore désignent simplement le dépôt de fonds par une entreprise ou un particulier dans une banque localisée hors du territoire national. Et ce n'est pas une destination de vacances comme les îles Caïmans, les Bermudes ou les îles Vierges britanniques. Les banques offshore sont partout. Les plus accessibles sont à l'intérieur des États-Unis. Simple fact of opening a bank account offshore. Le fait d'ouvrir un compte bancaire offshore ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. Let's take Argentina. Argentina is a country where Prenons l'Argentine, un pays où tous les 10 ans le gouvernement vole l'argent des citoyens, soit par l'inflation, the money soit par la saisie de l'argent. either by means Ils sont très créatifs pour trouver une façon de le faire. Si vous êtes en Argentine, vous n'avez pas de pesos mais des dollars et vous cachez votre richesse sous votre lit. Si vous pouvez, ou hors du pays, and second just to si vous pouvez vous le permettre. under your mattress if you can, or if you can afford it, just to go somewhere else in the world and store your money there. Par contre, la plupart des entreprises du classement Fortune 500 stockent des billions de dollars de bénéfices à l'étranger pour éviter de payer des impôts. 283 entreprises du classement doivent en totalité 752 000 milliards de dollars d'impôts fédéraux. Ce sont 52 000 milliards de plus que la rescousse de la banque en 2008. Les célébrités, les businessmen, les leaders mondiaux et les politiciens gardent leurs richesses dans des banques extraterritoriales en ouvrant des sociétés écrans pour éviter de payer des impôts. Le ministère des Finances est impuissant face à cela. Alors il contrôle les pauvres. Compte tenu du secret de l'anonymat inhérent aux sociétés écrans, le financement du terrorisme, les profits du trafic de drogue et d'êtres humains et toutes sortes d'argent criminel, le blanchiment est omniprésent. Every day, open the newspaper, and you will see all these news. Prenez le journal et vous verrez les nouvelles sur les réseaux criminels. Most of it is past. La plupart de cet argent passe à travers du système financier. It's just Ce que les banques peuvent faire est d'appliquer certains contrôles standardisés et minimiser les dégâts. Le problème est que dans quelques pays, ces 10 dernières années, les autorités et la police considèrent les banques et les personnes qui y travaillent comme les responsables de ce que les clients font. to the banks and to the individuals working at those banks, and they are making them responsible of what the clients do. Nous pouvons lutter et faire de notre mieux, avoir une grande équipe, mais nous ne pouvons pas éviter le blanchiment de capitaux. Ce n'est pas possible. Comment éviter les criminels? Avons-nous la police et pas de criminels? Non. Nous avons la police et des criminels. Vous avez le département de conformité et vous avez le blanchiment des capitaux. Si un client veut faire un dépôt dans une banque en amenant une pochette avec $1 million tachée avec du sang, il y a quelques indicateurs qui peuvent signaler que quelque chose ne va pas, mais il s'agit d'une situation totalement incontrôlée. À la suite des attaques du 11 septembre, l'Amérique introduit la loi Patriot avec la section 311 pour promouvoir la prévention, détection et la poursuite de blanchiment international de capitaux et le financement du terrorisme. La section 311 de la loi Patriot accorde au directeur de FinCEN l'autorité, après avoir constaté qu'il existe des motifs raisonnables de conduire qu'une juridiction étrangère, une institution financière étrangère ou un type de compte constitue une préoccupation majeure en matière de blanchiment de capitaux, d'exiger que les institutions et agences financières prennent certaines mesures pour lutter contre le blanchiment des capitaux. Le FinCEN
peut imposer des mesures concrètes pour protéger le système financier des États-Unis et de ses menaces. Le FinCEN est de l'acronyme de Financial Crimes Enforcement, lutte contre la criminalité financière du Trésor américain. Un avertissement émis par le FinCEN en vertu de la section 311 n'est rien d'autre qu'un communiqué de presse. La section 311 fut créée pour traiter de graves problèmes qui pouvaient mener à des mesures d'urgence et elle est utilisée pour d'autres fins comme pour d'autres objectifs politiques ou réglementaires sans recours. Les attaques terroristes du 11 septembre coûtaient aux terroristes $1 demi-million d'exécutés. En 2012, HSBC, une banque offshore d'origine hongkongaise, fut saisie et dut admettre assister le cartel de drogue et l'organisation terroriste Sinaloa au Mexique en blanchissant au moins $881 millions, assez d'argent pour payer 1762 attaques du 11 septembre. Le FinCEN n'a pas émis la section 311 contre HSBC et la banque continue à fonctionner comme d'habitude. En 2017, la banque extraterritoriale du Danemark, Danske Bank, fut saisie et admis blanchir $230 000 milliards d'argent criminel pour le gouvernement russe, soit l'équivalent de 400 060 attaques du 11 septembre. Le FinCEN n'a pas émis la section 311 contre la Danske Bank non plus. En fait, aucune grande banque commerciale présentant un risque majeur de blanchiment de capitaux n'a jamais fait l'objet d'un avertissement en vertu de la section 311. Quelles banques ont de grands bénéfices en faisant de très mauvaises affaires? Et elles ont des procédures et des politiques infranchissables. Nous avons une situation où, pour ne pas provoquer un effet perturbateur à l'échelle du système, les petits malfaiteurs ou ceux qui ne font aucun mal seront les victimes sans recours significatif. Si nous observons qui a été averti avec une section 311, nous comprenons que ce sont des petites banques. To begin, I am Joan Cejudo. Je suis Joan Cejudo. J'ai fait mes études d'économie à l'Université de Barcelone. J'ai travaillé pendant 30 ans à la banque La Caixa, devenue CaixaBank, jusqu'à ce que j'ai été résigné à la banque privée d'Andorre, la BPA, une banque en pleine expansion. J'avais été averti que l'Andorre était près de perdre sa condition de paradis fiscal à cause de la pression de l'Espagne et de la France. Immédiatement, nous avons acheté Banco Madrid, une banque espagnole, et nous avons su que notre avenir était dans le système onshore et non offshore. Il y avait des jours où on était prêt à fermer, mais Banco Madrid est devenu la pièce maîtresse. C'est une histoire à succès jusqu'au jour où tout a explosé. Le 10 mars 2015, le FinCEN du Trésor des États-Unis présenta un communiqué de presse en vertu de la section 311 à la BPA. Je ne savais pas ce qu'était le FinCEN jusqu'à ce moment. Nous étions 3 ou 4 dans la salle et nous ne connaissions pas le FinCEN. Je ne savais pas ce que le FinCEN était. Je savais ce que FinCEN était, mais pas eux. C'était un jour normal. Je suis rentré à la banque pour aller dans mon bureau. À midi, l'INAF m'appelle pour aller dans leur bureau. Et Santi vient me voir pour me dire que nous devions aller au bureau de l'INAF. C'est un régulateur et c'est lui qui gère les régulateurs. Santi, Pablo Laplana et moi, nous avons attendu.
Personne ne nous expliquait rien du tout. Nous avons commencé à parler de ce qui pouvait arriver, mais nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Personne ne nous disait rien, nous ne pouvions pas sortir. Ils ne voulaient pas que nous sortions, très surprenant venant de l'INAF. Santi dit qu'il avait besoin de sortir car il était diabétique. Mon père est diabétique et il a besoin d'insuline. Ma mère m'avait dit qu'elle avait été à la banque. Elle est venue et je lui ai demandé si elle avait un chargeur extra à la maison pour nous le prêter car nos batteries étaient épuisées de tous les messages et appels. J'ai reçu des messages qui disaient que la BPA était en faillite, qu'elle avait des problèmes de liquidité. Je les ai rejetés car ils n'étaient pas vrais. Donc nous avons regardé sur Internet. Le communiqué était mis et nous l'avons lu sur nos téléphones. Cela nous a surpris. C'était incroyable, un choc. Il y avait des choses qui n'étaient pas vraies. La première réaction que nous avons eue a été de rester calme car il y avait des choses sans aucun sens. Le communiqué était rempli de représentations erronées et des faits actuels et l'information n'était pas actualisée. Nous pouvons le gérer. Ce n'était pas que nous avions un compte de Bin Laden et nous ne le savions pas. Ils ont émis un avertissement de la section 311 sous la loi Patriote. Il n'a pas eu d'allusion au terrorisme. Le président de l'Andorre, Anthony Marty, est immédiatement apparu à la télévision. La banque privée d'Andorre, et je cite, est une entité très préoccupante en termes de blanchiment de capitaux. Suite à cette déclaration, les autorités américaines suggèrent des mesures pour restreindre la capacité de fonctionnement de la BPA dans l'avenir. J'insiste, ceci est un cas de mauvaise pratique présumée et pas un cas de risque de solvabilité ou problème de somme due. Il n'était pas seulement une banque andorrane, mais aussi une banque espagnole et elle devait soumettre toutes ses politiques et procédures aux régulateurs de l'Union européenne, qui devaient respecter toutes les régulations de l'Union. Et ils ont engagé les meilleurs cabinets comptables pour assurer que le travail se faisait correctement et en pleine conformité avec le système réglementaire andorran, mais aussi avec les normes mondiales en matière de blanchiment de capitaux. 99% des 1000 premières entreprises sont inspectées par au moins l'un des 4 plus grands cabinets financiers au monde. KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young. Axé sur les régulations internationales sur le blanchiment des capitaux établies par les Nations Unies, article 52, prévention et détection de transfert de produits de crime. KPMG auditait les inspections annuelles anti-blanchiment de capitaux de la BPA de 2008 à 2012, en même temps que Deloitte qui auditait également une inspection indépendante en 2007 et 2013 et l'unité intelligence financière de l'Andorre qui en a autant fait en 2014. Ces 3 audits indépendants démontrèrent aucune activité de blanchiment de capitaux au cours de la même période que celle où la section 311 de l'Amérique allège que la BPA était en train de blanchir des capitaux. Le 11 mars 2015, 24 heures après la section 311 américaine soit émise contre le BPA, Maria Kozan, la directeure de l'INAF et la régulatrice financière de l'Andorre, est apparue à la télévision nationale pour rassurer le peuple andorran que tout allait bien. En aucun cas, cette intervention n'a été déclenchée par la solvabilité et la liquidité de l'entité. Cela ne devrait pas affecter les clients car c'est une investigation de mauvaises pratiques présumées concernant la prévention de blanchiment des capitaux et non la solvabilité ou la liquidité de l'entité. En même temps que Maria Kozan parlait au peuple andorran, la branche sœur de la BPA à Panamed est mise en liquidation. La liquidation est postérieure au dit de la branche de la BPA au Panama fut menée par Jaime de Gamboa. Dans ma communication directe avec M. Gamboa, il confirma son rôle ainsi qu'un audit indépendant de 2 ans concluant aucune activité de blanchiment de capitaux n'a été détectée. Le lendemain, le 12 mars, 48 heures après que la section 311 américaine soit émise contre la BPA,
Le gouvernement andorran et l'INAF, dirigé par Maria Kozan, contredisent soudainement tout ce qui fut dit les derniers jours et ils ordonnèrent le gel de tous les comptes clients de la BPA, en accordant à chaque client un retrait maximum de 2 500 € par semaine. Ils ont provoqué de grandes manifestations en Andorre. Les clients demandaient l'accès total à leurs comptes. La directrice générale de l'INAF était l'auditrice travaillant à la KPMG et l'auditrice de la BPA de 2008 à 2011. Une fois qu'elle cessa de travailler à KPMG, elle devint la directrice générale de l'INAF. Elle était l'auditrice de toute l'activité de la BPA. La banque espagnole Banco Madrid a déposé le bilan. Les clients se précipitent de vider leurs comptes. Banco Madrid de la BPA fait faillite. Les membres du gouvernement apparaissent officiellement à la télévision pour dire que Banco Madrid était une machine de blanchiment, entre autres crimes. Maintenant, il y a des verdicts qui affirment qu'il n'y a eu aucun blanchiment à Banco Madrid, mais c'était fait. L'ordre était de les liquider. Le 12 mars, le gouvernement andorran et l'INAF saisirent le contrôle total de la BPA. La majorité de la direction de la BPA fut licenciée et renvoyée chez elle jusqu'à nouvel ordre. Je me souviens que tous les jours, je me réveillais et je demandais à mon père, sur une échelle d'1 à 10, à quel point cela va être difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin. Il a été licencié, mais ce n'était pas que cela. Il ne pouvait plus travailler comme économiste. 13 mars 2015, 72 heures après l'avertissement de la section 311, Joan, Pau, Miguel, Prat sont arrêtés et passent les 2 années suivantes en prison, ce qui est la durée maximum de détention autorisée par la loi andorrane, sans que la police andorrane n'ait approuvé qu'un crime réel a été commis. Je n'ai jamais imaginé que cela pouvait arriver. 2 ans, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui les a autorisés à les arrêter? Qu'avaient-ils? C'est avéré qu'ils n'avaient rien du tout. Le 16 mars 2015, 6 jours après l'avertissement de la section 311, Jordi Sinca, le ministre des Finances de l'Andorre, apparut à la télévision nationale. De manera inmediata, l'organe de surveillance, l'INAF, a pris des mesures immédiates de mise en œuvre. Ces mesures sont extraordinaires et jamais vues en Andorre. Elles sont décisives pour avancer, pour maintenir une résolution et engagement ferme concernant la transparence, l'échange d'informations et la prévention du blanchiment de capitaux. Cet engagement est inflexible. Rien ne les fera céder. res el farà torcer. La fameuse fuite des Panama Papers révéla que M. Sinca était le propriétaire d'une entreprise offshore avant d'être ministre des Finances de l'Andorre. Cette entreprise était liée au commerce de diamants de sang. Jordi Sinca détenait des parts importantes dans une entreprise andorrane nommée Orfond, un conglomérat réservé à l'or et aux diamants. 3 filiales de cette entreprise travaillèrent au Libéria sous le dictateur sanguinaire Charles Taylor, qui accorda des privilèges fiscaux et à une des filiales d'Orfond. Charles Taylor est actuellement condamné à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité par un tribunal spécial chargé de le juger contre les crimes de guerre à La Haye. Il a été prouvé au tribunal que la guerre civile qu'il a menée et qui a conduit au viol, démembrement et meurtre d'innombrables civils avait été financée par le commerce de diamants. Jordi Sinca n'était pas seulement des actionnaires, ils travaillaient activement avec le groupe Orfond. Leur nom apparaissait dans ce document, par exemple comme l'expéditeur des 500 000 pesetas à El Hadji Fofana, la main droite du dictateur, impliqué dans la guerre civile avec laquelle l'entreprise andorrane travaillait pour exploiter les mines des diamants de sang au Libéria. De plus, Jordi Sinca avait eu des contacts avec Fernando Fernandez Robleda, l'associé de l'un des plus grands marchands d'armes d'Afrique.
Je connais très bien Jordi Cinca. Ils ont porté plainte contre moi au sujet des informations que j'avais publiées dans mon livre et qui montraient en détail comment et de quelle manière ils ont été impliqués dans un complot international achetant et vendant des diamants et de l'or qui ne suivaient pas les contrôles douaniers ou d'autres contrôles établis à travers une entreprise nommée Orfund. J'ai gagné le procès, bien sûr. Ils ont dû payer tous les coûts car ils ont perdu et la justice s'est prononcée à ma faveur. Nous avons fait un travail impeccable de journalisme dans ce livre, Diamants sales. Il n'a pas été dénoncé par le gouvernement car il fait partie de celui-ci. Et il n'a pas été dénoncé par la police ou le procureur car le procureur a une grande dépendance envers le gouvernement andorran. Le 16 mars, Jordi Cinca conclut leur discours sans mentionner qu'il a engagé PricewaterhouseCoopers pour auditer l'activité présumée du blanchiment de capitaux à la BPA. Comment a su le gouvernement andorran si la BPA avait des criminels? En engageant Pricewaterhouse, l'un des 4 cabinets financiers américains. Si Pricewaterhouse dit que tout est correct, alors tout est correct. S'ils disent que cela ne va pas, cela ne va pas. Les États-Unis l'accepteront car c'est Pricewaterhouse. J'étais là quand Pricewaterhouse est venu à BPA. Et je les ai vus travailler. À votre connaissance, ont-ils trouvé quelque chose à redire? Non, pas du tout. Pas du tout. Rien de mauvais? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Si le FinCEN le dit, c'est vrai. Finalement, ils ont dû faire quelque chose d'incroyable. Ils m'ont demandé, de bonne foi, de faire une liste avec les clientes compliquées ou douteux. Isabel, tell us which are the complicated customers. The customers, if you have to make any suspicious of your customers, which will be that customer? Et j'ai fait cette liste. And I make a list for them. And the list was. C'est la liste de clients qui n'est pas passée. Rien d'autre. Has not passed, nothing else. En d'autres termes, après avoir analysé 15 millions de transactions en 7 ans, de plus de 37 comptes, PricewaterhouseCoopers n'a pas trouvé de preuves de blanchiment de capitaux à la BPA. PricewaterhouseCoopers demandant à Isabelle, responsable de la conformité, de faire une liste avec les comptes douteux, ils ont été placés dans la pile de blanchiment de capitaux, qui augmenta à 2665 clients, ou 7,4% des comptes ouverts de la BPA, le 32% de la valeur monétaire totale des dépôts de la BPA. Que se passe-t-il? Les clients sont crucifiés. PricewaterhouseCoopers vient en Andorre avec plein de jeunes économistes, très jeunes, qui font un mauvais travail. Il n'y a rien de pire qu'un incompétent avec une initiative. Afin de maintenir sa mascarade, PricewaterhouseCoopers avait besoin d'inventer des raisons pour que ses clients soient rangés dans la catégorie de blanchisseurs de capitaux. Ils réussissent en demandant des preuves de tout l'argent versé dans ces comptes, créant ainsi une demande instantanée pour les professionnels du droit d'Andorre. C'est stupide. Ils ont demandé à un client d'où venait l'argent utilisé pour acheter une voiture Ford. Ils ont exigé un reçu de 2008. Et ils ont demandé des choses absurdes. 10 ans après, vous me demandez au sujet de la voiture que j'ai achetée? Mais êtes-vous fou? Ou c'est 500 €? Qu'en avez-vous fait? Je ne me souviens pas. Vous êtes un blanchisseur d'argent. Si vous ne démontrez pas l'origine de l'argent bonne, vous avez un problème. Ça appartient à mon père et mon père est mort. Je ne sais pas comment... Combien de titulaires de compte représentez-vous? Entre 700 et 1000. Entre 700 et 1000 entre les deux? Oui, tous nos clients sont des personnes honnêtes.
Parce que nous avons fait nos KIC. Tout l'argent qu'ils ont investi dans ce pays est le résultat de leur travail, d'origine légale. D'après nos connaissances et la documentation demandée pour qu'ils deviennent nos clients. Ils sont tous différents, mais la majorité d'entre eux étaient des propriétaires d'entreprises ou des propriétaires de petites entreprises qui ont déposé toutes leurs économies ici pour leur retraite. Au moment de la retraite, ils ne pouvaient pas avoir accès à leurs fonds pour les années à venir et ne travaillent plus. Con su recaudo, con su seguro, con su futuro vital para los próximos años para enfrentar pues una vida no activa, laboralmente hablando. Nous avons des clients qui avaient besoin de l'argent pour payer leurs traitements médicaux. Les clients ont souffert, se sont désespérés et ont ressenti une véritable impuissance. Ce n'est pas seulement l'intervention de la banque, mais l'insécurité que toute la situation a créée. Lorsque vous avez un plan de vie, lorsque toutes vos expectatives sont brisées. Prenez par exemple une personne, vous. Vous allez à la banque demain matin et ils vous disent que vous ne pouvez plus toucher à votre argent, qu'ils sont en train de mener une enquête de présumé blanchiment de capitaux et vous demandent d'apporter toutes les justifications de cet argent. Peu importe s'il s'agit de 10 000, de 100 000, d'1 million ou de 90 millions d'euros. Le profil n'a pas d'importance et vous ne savez pas quand vous aurez l'argent disponible. Vous ne pouvez pas non plus vous adresser aux autorités. Il n'y a pas eu de preuve de malversation, pas de blanchiment d'argent jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de condamnation pour blanchiment de capitaux. Combien d'argent est actuellement retenu? Je ne sais pas. Je suis un seul avocat avec 20 clients. C'est la seule référence que j'ai. Tout ce que je sais, c'est que plusieurs clients ne passent pas la ligne. J'ai des clients avec 15 000 euros, un autre avec 10 millions, un autre avec 200 millions. Le job de PricewaterhouseCoopers est conclu? Non, ils sont toujours là. 4 ans après? Oui, oui. Continuent-ils à travailler aujourd'hui? Oui. Que font-ils? Ils demandent des choses stupides, en justifiant que nous sommes des blanchisseurs de capitaux. Tout le monde est coupable jusqu'à ce que son innocence soit prouvée. Il s'agissait d'une intervention bancaire du gouvernement. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Un organisme a été exclusivement créé pour le cas de la BPA, nommé AREB, l'Agence de résolution d'entités bancaires. Le 2 avril 2015, 23 jours après que la section 300 américaine ait adopté une nouvelle loi et AREB formé avec l'objectif de gérer le processus de résolution des entités bancaires, le conseil d'administration est formé par les ministres des Finances Jordi Tinka et Linaf Marikosan. Cette entité est dotée de pouvoirs extraordinaires, jamais vus auparavant. Un des architectes en chef de cette nouvelle loi Andorran, qui créa l'AREB, fut Xavier Spot, le ministre de la Justice à ce moment-là et l'actuel président de l'Andorre. Il y a 2 moments clés dans lesquels Xavier Espot participaient ou eut des responsabilités dans la crise provoquée par l'intervention de la BPA. D'abord, quelques heures avant la publication de l'avis du FinCEN, sa famille retira de l'argent des comptes de la BPA, 90 000 euros pour être exact, en las horas previas a que se hiciera pública la notice. Ce qui démontre qu'il connaissait, et sa famille aussi, le communiqué du FinCEN. Que se iba a producir esta comunicación del FinCEN.
Et puis, il y a aussi une action décisive de Xavier Spot, avec le vote de la loi qui a créé l'Agence Résolution Entité Bancaire, ou la loi AREB, ou la loi BPA. Mais elle a été manipulée. Une manipulation très claire, car la directive européenne de 2014 déclare que tous les actionnaires sont affectés quand une crise bancaire se déclenche. Mais dans la loi que le gouvernement et le Parlement andorran ont adoptée, ils l'ont changé pour établir que seuls les actionnaires avec plus d'un 10% du capital seront affectés. Ceci est important, car la famille du ministre de la Justice et actuel président d'Andorre, Xavier Spot, étaient des actionnaires minoritaires de la BPA. Après avoir manipulé la loi AREB, la famille du ministre de la Justice, Xavier Spot, a été autorisée à conserver tous leurs dépôts en espèces à la BPA. Mais les actionnaires majeurs et les fondateurs de la BPA et Banco Madrid, Ramon et Higini Cierco, connus comme les frères Cierco, virent apparaître leurs dépôts en espèces, tout comme de nombreux membres de la direction générale de la PNB. La famille de Xavier Spot n'était pas seulement la deuxième actionnaire de la BPA, mais il s'agit aussi d'une famille très riche qui possède une chaîne de 70 magasins de cosmétiques de luxe en Espagne et en Andorre, nommée Julia Parfum, qui a apparu dans les Panama Papers. L'AREB lance un projet de création d'une bonne banque à la place de ce que PricewaterhouseCoopers avait considéré comme des actifs légitimes, a été séparé de la BPA. Et il est prévu de vendre la nouvelle banque une fois présentée. Après l'avertissement du 311 américain, AREB créa Vol Bank, une nouvelle banque où le 77,6% de dépôts sont placés en sécurité et les 32,4% restants restent placés dans ce qui deviendra la tombe de la BPA. 2 jours après, le coprince, le Premier ministre de France, arrive en Andorre pour la première fois. Dans le thème BPA, il y a eu une réaction rapide et réfléchie pour isoler la banque contaminée, suivi par le coprince d'Espagne en décembre. En cette année 2015, l'Andorre a expérimenté sa propre fragilité. Notre pays a eu la chance de voir qui sont ses amis et qui ne pouvaient pas être considérés comme tels. Jaime, rappelez aux gens que de ne pas être corrompu commence par soi-même, par moi et par vous tous. Tout cela dans un État où l'évêque, un représentant du Vatican, est coprince et chef d'État. C'est incroyable, c'est un scandale. L'évêque était complice. Et pas que cela. Il a des comptes à la banque andorrane. Il a reçu de l'argent des banques andorranes. Il s'agit d'une grave condamnation du Vatican. En même temps, les frères Cierco commençaient une bataille légale de plusieurs années contre le Trésor américain et le FinCEN, en s'adressant même à la directrice du FinCEN, Jennifer Calvary. Notre vision reste la même. Une grande injustice a été commise à l'égard de ces personnes. La BPA était une des bonnes banques. Une fois la section 311 émise, les banques américaines ont eu l'intention de ne plus compenser le dollar. Et lorsqu'une banque internationale ne peut plus le faire, c'est fini pour elle. Sans question, sans demande, sans temps pour s'expliquer. Du jour au lendemain, elles sont fermées. Vous avez une chance de répondre, mais le temps que vous répondiez, vous êtes en dehors du business, 1 semaine, 2, 3 ou 1 mois, et aucune banque américaine ne traitera plus avec vous. Et alors, comment pouvons-nous exproprier nos banques? La section 311 leur permet de le faire. Nous avons confronté cela, nous pensions qu'il y avait une manière de montrer qu'ils s'étaient trompés et qu'ils avaient une façon de le résoudre. Mais, bien sûr, il incombe au Trésor de perdre du temps car
Plus une banque reste longtemps sans pouvoir opérer, moins il y a de chances qu'elle soit rétablie. Et elle atteint très rapidement le point de rupture. Quant à la famille propriétaire de la banque, partie aux États-Unis pour lutter pour cette opération, le FinCEN de façon exceptionnelle retira l'accusation contre la BPA. 19 avril 2016, le FinCEN retire le communiqué en vertu de la section 311 concernant la banque privée d'Andorre, puisque la BPA n'opère plus d'une manière qui constitue une menace pour le système financier américain. Moins d'un an après avoir publié ce communiqué, le FinCEN se retire. Le communiqué a été retiré plus rapidement que tout autre avis avec la section 311 dans toute l'histoire d'une FinCEN. Cela établit un record. C'est très étrange. La pétition au tribunal était de recevoir les documents ou l'information qui a conduit au FinCEN à prendre une telle décision. Le juge considéra que si le FinCEN retirait la demande, aucun document ne serait nécessaire. Si c'est retiré, il n'y a pas d'accusation. Vous restez libre, mais nous sommes morts. Vous avez attaqué, vous m'avez tué, mais vous retirez l'arme, et si je meurs, c'est ma faute. Une manœuvre stratégique, retirer essentiellement le communiqué qui avait déclenché notre droit de répondre. Il s'agissait d'un usage arbitraire du pouvoir, pas révisable, pour fermer une banque sans qu'il y ait la moindre possibilité d'aller de l'avant. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec le gouvernement américain qui, en coordination avec un autre pays, a fait d'une banque privée une victime et l'a fermée, l'a rendue incapable de revenir à la vie et a vendu ses actifs pour une bouchée de pain à une banque américaine nommée J.C. Flowers. Chris, vous avez la tradition d'acheter des actifs bon marché en période de crise. Nous essayons d'acheter des banques en époque de crise, mais nous nous en sommes tenus au marché mature plutôt qu'au marché émergent. Ils présentent leur propre niveau de risque, qui pourrait être trop pour nous. 21 avril 2016, 13 mois après l'avertissement de la section 311 américaine, la société américaine de capital investissement J.C. Flowers achète Vail Bank. Je rappelle Ferran Sicart et je suis économiste et partenaire d'une entreprise nommée Tracis. Nous étions en charge d'analyser quelques aspects économiques des opérations menées autour de la BPA et la banque relais créée pour résoudre la situation. Enfin, en fin de compte, c'est incroyable. Dans l'une des démonstrations les plus alambiquées, les plus confuses et les plus intelligentes de l'économie, voici une histoire qui a besoin de son propre documentaire. J.C. Flowers achète Vail Bank, un business estimé à 119 millions d'euros, au gouvernement d'Oran pour 16,6 millions d'euros. Pour simplifier le détail de la transaction, le prix de vente de Vail Bank était de 29,8 millions d'euros, mais J.C. Flowers n'a que payé que 3,8 millions d'euros. Les obligations convertibles ou les actions ordinaires de la banque ont été estimées à 70 millions d'euros, mais J.C. Flowers a payé 12,8 millions d'euros. C'est-à-dire J.C. Flowers a acquis une entreprise internationale existante et rentable avec une réduction stupéfiante de 86%. Qu'est-ce que cela veut dire? Que J.C. Flowers a eu un très grand profit de cet achat. Avez-vous déjà vu quelque chose de pareil dans votre carrière? Non. J'ai 63 ans, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas imaginer une chose comme celle-ci. Les propriétaires originaux ont tout perdu avec l'achat de J.C. Flowers. Vous dépensez de l'argent et du temps, vous faites un effort pour réaliser une autopsie.
pas pour trouver un remède à ce qui est arrivé. L'actuel avertissement en vertu de la section 311 déclara que la BPA avait facilité des transactions concernant le produit du crime organisé, de la corruption, de la traite d'êtres humains et de la fraude pour le cartel mexicain de la drogue de Sinaloa, le pays du Venezuela, les organisations criminelles russes et les entreprises en Chine. Opération Empereur. Toute la portée de l'allégation de l'Amérique était que la BPA blanchissait du capital pour le businessman chinois appelé Gao Ping. Gao Ping immigra de Chine vers l'Espagne dans les années 90, passant de cuisinier dans un restaurant chinois à un businessman milliardaire et marchand d'art. Initialement, il construit sa fortune en important des produits en cuir chinois en Espagne, tout en vendant en espèces. En 2012, plus de 2 ans avant la section 311 américaine, Gao Ping et des dizaines d'autres furent arrêtés en Espagne dans l'une des plus grandes opérations d'évasion fiscale de l'histoire de l'Espagne. Gao Ping n'est pas un client d'Andorre. Il n'est jamais venu ici et nous ne l'avons jamais vu. La seule relation de Gao Ping avec la banque andorrane était à travers de l'un de ses cadres de haut niveau, Rafael Payardo, qui fut arrêté également en 2012. En fait, Rafael Payardo avait plusieurs comptes bancaires liés à Gao Ping en Andorre, pas seulement de la BPA. Rafael Payardo voyageait fréquemment en Chine pour acheter des produits en cuir, des ceintures ou des sacs et les revendre à Barcelone. En tant que responsable de la conformité, Isabelle demanda la preuve que cette opération était une entreprise tout à fait légitime. Nous avons commencé à travailler avec des dépôts en espèces, mais c'était vraiment très commun en Andorre à ce moment-là. Gao Ping commettait une fraude fiscale en Espagne en déposant de l'argent en espèces dans des banques andorranes. Son opération commençait avec Rafael Payardo, qui conduisait à travers l'Espagne jusqu'en Andorre pour déposer de l'argent sur ses comptes bancaires. À partir de là, des virements bancaires provenant des comptes étaient envoyés en Chine pour payer d'autres produits expédiés en Espagne en vue de leur vente. En 2 ans, l'argent augmente énormément. Si en 2008, tous les commerces font faillite, pourquoi pas la vôtre? Alors que le monde faisait face aux conséquences de la crise bancaire de 2008, Rafael Payardo commença à développer cette opération en accordant des prêts généreux venant du commerce de Gao Ping à tous ceux en Espagne qui avaient besoin d'argent rapidement et en demandant en échange des virements bancaires immédiats sur ses comptes bancaires en Andorre. L'économie était en crise. Ce que plusieurs personnes faisaient était d'emmener le demi-million qu'ils avaient offshore pour payer les salaires du personnel. La police espagnole le savait et ils contrôlaient presque toutes les voitures. Et c'est pour cela qu'ils appréciaient tant ce système. Nous n'étions pas à l'aise. Nous recevions 15 € par virement et nous assumions un grand risque avec l'argent en espèces. Nous venions d'acheter Banco Madrid. La BPA savait qu'il ne pouvait pas continuer à travailler avec des clients espagnols qui fuyaient les impôts espagnols tout en opérant avec une banque en territoire espagnol. Pour cette raison, nous avons stoppé l'opération en 2011. 2011 ? L'avertissement du FinCEN ? Mars 2015. Incroyable. Quand nous avons vu le communiqué, ça, c'est la préhistoire. C'est le passé, très passé. En résumé, la BPA ouvre un compte pour Rafael Payardo en 2008. La BPA le licencie et ferme son compte bancaire en 2011. Rafael Payardo est arrêté avec Gao Ping pour fraude fiscale en 2012, 3 ans avant l'article 311 américain. Comme client en 2011, Gao Ping lui demanda d'organiser une fausse réunion avec l'un de ses partenaires, Yun Yang, en attirant 2 employés de la BPA à Madrid et en prétendant voir comment ouvrir un nouveau compte bancaire à la BPA, puis en essayant d'amener tous les employés de la BPA à admettre quelque chose que Gao Ping pouvait leur reprocher.
Tout cela pendant qu'une caméra cachée enregistrait l'intégralité de la réunion. Pas conscient de ce qui se passait, la BPA refusa d'ouvrir un compte bancaire pour M. Yang Gaoping, qui essaya d'utiliser cet enregistrement dans une tentative d'extorsion ratée contre la BPA, en menaçant de s'adresser aux médias avec cet enregistrement si la BPA ne reprenait pas Rafael Gallardo comme client. Rafa Gallardo is very afraid of the Chinese. Rafa Gallardo a très peur des Chinois. Ils l'ont enregistré. Et puis il est venu en Andorre et exigea au département commercial de la BPA que nous ne pouvions pas l'arrêter avec cette vidéo. Si nous voulions l'arrêter, nous le faisions. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un drame. La vidéo enregistrée en 2011 avait été découverte par la police espagnole dans une clé USB lors des arrestations massives de Gaoping pour fraude fiscale en 2012. La vidéo n'a été rendue publique qu'en 2015. Le 17 mars 2015, une semaine après le communiqué des sections 311, une version éditée de cette vidéo de la tentative d'extorsion ratée de Gaoping apparaît soudainement à la télévision nationale comme preuve que la BPA blanchissait de l'argent pour les Chinois. À droite de la table, Yang Yu-yang, l'homme de Gaoping, à gauche le responsable de la BPA, Mauricio Escribano, et une employée chinoise. La négociation commence. Yang veut clarifier les choses. C'est du blanchissement, non? Tout est clair et il parle de sommes. Le business de Gaoping génère beaucoup d'argent. Dites-nous quelle somme par mois votre objectif? 100 millions d'euros facilement. Mensuel? Oui, facilement. Souvenez-vous, lorsque le PDG de la BPA, Joan Pau Miguel Prats, a été arrêté 72 heures seulement après le communiqué de la section 311 américaine et qu'il a été incarcéré pendant 2 ans sans aucune charge ne soit retenue contre lui. La raison de l'arrestation de Joan Pau est que la police espagnole a mis Rafael Gallardo à l'arrière d'une voiture de police espagnole, l'a conduit en Andorre et l'a forcé à faire un faux témoignage devant un juge andorran contre Joan Pau Miguel Prats, ce qui a conduit à son arrestation. Une personne qui ne peut pas sortir d'Espagne part en Andorre pour témoigner et provoqua l'arrestation de M. Prats, 4 jours après M. Gallardo. Il admet avoir menti sous la pression et la torture de la police. Je voudrais savoir quel juge a permis le faux témoignage de M. Gallardo. Personne n'a rien fait. Le système judiciaire andorran présente de nombreuses lacunes. La seule preuve matérielle de Rafael Gallardo contre Joan Pau Miguel Prats était l'un des agendas manuscrits de Rafael pour les virements bancaires avec le nom partiel de Joan Pau. Rafael admet plus tard que la police espagnole l'a forcé à falsifier son témoignage, mais Joan Pau Miguel Prats est détenu en Andorre pendant 2 ans. Il continue de défendre son histoire en affirmant « J'ai été la marionnette du procureur et du tribunal, qui m'ont utilisé pour justifier l'intervention de la banque. » Dans ces agendas, le nombre d'autres personnes qui travaillent dans d'autres banques d'Andorre apparaissent. Ils devraient être en prison. Si le cas est le même, mais ils ne le sont pas et ils ne le seront pas. And are not, and never have been. Selon les rapports de la police andorrane, de nombreuses personnes ont profité du service de virement en espèces de Rafael Gallardo, notamment le célèbre acteur porno Nacho Vidal, et même la famille du ministre de la Justice andorrane, Xavier Espot, le président d'Andorre en 2019 et le chef du gouvernement. Avec ce cas, tout le monde est soumis à une enquête et quelques-uns sont emprisonnés. Avec l'autre cas, rien ne se passe. Pourquoi? D'un côté, la police dit que la banque cache quelque chose. De l'autre, il remercie la banque car sans l'historique, nous n'aurions pas pu renvoyer toutes les transactions. C'était... L'Andorre comptait alors 5 banques. Andbank,
Crédit Andorra, Mora Bank, Banque Sabadell d'Andorra et BPA. 4 des 5 banques d'Andorre menaient des opérations identiques pour Gaoping, par l'intermédiaire de Rafael Payardo. Mais seule la BPA est intervenue. Il avait fait les mêmes opérations avec Gaoping. Exactement les mêmes opérations. Ils ont toujours travaillé avec l'euro. Il n'y a eu aucun virement, où la BPA n'en a reçu aucun, en dollars américains. C'est-à-dire, si les autorités américaines et les banques américaines ne connaissaient pas cette opération, l'information du client est venue d'Espagne. It means that the information from this client comes from Spain. Opération Clotilde. La section 311 américaine, alléguant que la BPA blanchissait de l'argent pour les Russes, se concentre sur un homme nommé Andrei Petrov. Exactement comme Rafael Payardo était agent de Gaoping. Andrei Petrov était le contact d'un ancien général décoré de l'armée russe, lauréat du prix d'État de la science et de la technologie de la Fédération de Russie et PDG par intérim d'une société chargée de nettoyer et de réparer tous les oléoducs de Russie, M. Viktor Kanaïkin. Ce que nous savons, c'est qu'il est très connu en Russie, qu'il a beaucoup d'argent et qu'il dépose une quantité ici. Il n'est pas rare qu'un homme aussi riche que Viktor Kanaïkin, une personnalité publique vivant et travaillant en Russie, place son argent à l'étranger dans l'espoir d'éviter un enlèvement ou d'autres risques potentiels pour sa sécurité. C'était un client avec un dossier comme ça. Pour moi, c'était clair qu'il ne faisait rien de mauvais. L'activité de Viktor Kanaïkin consistait en 2 virements d'une banque en Lettonie vers le BPA. L'un en 2003 pour 20 millions d'euros et l'autre en 2007 pour 30 millions d'euros, sous le nom de DDC Limited. L'argent venait de sa propre entreprise. Un virement d'une poche à l'autre. C'est le pays qui change, rien d'autre. Nous ne vendons pas, nous n'achetons pas, nous ne faisons pas de business. L'argent est là et je veux le changer de pays. Lors du dépôt de 30 millions d'euros en 2007, la BPA contacta la banque lettonne pour confirmer la solvabilité de Viktor Kanaïkin et de DDC Limited. L'année suivante, la BPA a demandé à Kroll, une société de vérification de la conformité et du risque, dont le siège se trouve à New York, de procéder à un audit indépendant des activités de Viktor Kanaïkin en vertu d'un blanchiment d'argent et de la corruption. Aucune information négative n'a été trouvée au cours de la préparation du rapport. Petrov ouvra un compte en Andorre pour transférer de l'argent du compte de Viktor au sien. C'était son salaire. Pour la conformité, Andrei Petrov n'était pas important. Janvier 2013, 2 ans avant l'émission de l'avertissement en vertu de la section 311 américaine contre le BPA, Andrei Petrov est arrêté par la police espagnole pour corruption, évasion fiscale, des crimes qui n'ont aucun lien avec Viktor Kanaïkin. Plus de 2 ans plus tard, le 23 mars 2015, 13 jours après l'avertissement de la section 311, les médias espagnols publient soudainement une série d'affirmations liant Viktor Kanaïkin aux activités criminelles d'Andrei Petrov. L'Espagne a également affirmé que 2 cadres de la BPA s'étaient rendus à Moscou pour rendre visite à Viktor Kanaïkin en personne. L'un d'eux était Santiago Rosello, ce qui est vrai puisque c'est le travail de Santi, en tant que directeur financier de la BPA, et de suivre de près et de rendre périodiquement visite à un client aussi important que Viktor Kanaïkin. Les médias espagnols rapportent également que l'autre cadre de la BPA participant à ce voyage était Pablo Laplana, confirmant qu'il avait été arrêté 9 mois plus tôt par la police andorrane pour blanchiment de capital provenant du trafic de stupéfiants. La police espagnole a menti quand ils ont dit que je suis parti en Russie, quand ils ont dit que je suis resté dans tel hôtel, quand ils ont dit que j'ai pris mon passeport à l'aéroport de Barcelone. Ce sont des mensonges. 2 jours après la publication de cet article, le cabinet d'avocats d'Eric Lewis a écrit au journal espagnol pour demander le retrait de ces affirmations diffamatoires ainsi qu'une rétractation. Il n'est pas allé en Russie et n'a jamais été impliqué dans le blanchiment du capital de la drogue. Pourtant, à ce jour, ABC Espagne a refusé d'éditer cet article, bien qu'il soit conscient qu'il s'agit d'un énorme mensonge.
Tout était coordonné. Le FinCEN émit l'avertissement contre la BPA et soudainement, tous ces articles sur la banque, moi et le reste en sont là, c'était planifié. Pendant que la police espagnole arrêtait André Petrov en janvier 2013, quelque chose d'autre était coordonné. La police m'avait appelé pour clôturer un compte ce jour-là. C'était un vendredi soir. Je dînais avec mon mari, mais ils ont insisté. Je leur ai dit que la banque est fermée, que le lundi je le ferai. Ils ont continué à insister pour clôturer le compte. Je leur ai demandé de m'amener l'avertissement au restaurant, car je dînais là. Quand je l'ai ouvert, la lettre, j'ai vu Viktor Kanaikin, le russe. Mon Dieu, je me souviens de lui, car il est un client important. Quand la police est partie, j'ai immédiatement appelé Santi. Quand le client russe André Petrov fut placé en prison, en janvier 2013, mon téléphone était sur écoute. Et toutes mes conversations ont été enregistrées pendant un mois. Je ne le savais pas. Je lui dis Santi, c'est Isabelle. La police est venue pour me demander de clôturer le compte de Viktor Kanaikin, le chef d'André Petrov. Il me répond que ce n'est pas possible, qu'il est un businessman et que nous avons tout parfaitement documenté son compte. On raccroche. Une fois que nous l'avons su, j'ai proposé de me présenter au tribunal international en disant que nous ne savions pas ce qui était arrivé. Si je pouvais m'expliquer, je pouvais me présenter au tribunal espagnol. Ils m'ont dit de ne pas m'en faire car je n'étais pas important pour le cas et je n'en faisais pas partie. C'était 2013. Quand la BPA a été intervenue en 2015. L'Espagne a décidé de ressortir le cas. Santi risquait 1 an de prison et 300 000 € d'amende s'il était reconnu coupable. La police a fait une interprétation. Les deux savent ce qui se passe et ils disent que tout est parfait car ils savent que nous les enregistrons et ils veulent cacher quelque chose. C'était leur interprétation de ma conversation avec Santi. That was the police interpretation of my conversation with Santi. Le cas de Santi a finalement été porté devant le tribunal en octobre 2018, mais il a été immédiatement acquitté. Il n'y avait pas de cas. Le procureur n'a pas fait appel de cette décision, qui est donc ferme. Je sais que Petrov a un compte chez Handbank. Selon les rapports de la police andorrane remontant à 2007, André Petrov utilisait également Handbank pour ses activités avec plus de 3/4 millions d'euros de dépôts. Aucune mesure n'a jamais été prise contre Handbank et ses employés. L'avertissement de la section 311 du FinCEN émis contre la BPA indique également qu'André Petrov est soupçonné d'avoir les liens avec Semyon Mogilevich, l'un des fugitifs les plus recherchés par le FBI. C'est peut-être l'homme le plus puissant dont vous n'avez jamais entendu parler. Il s'appelle Semyon Mogilevich, le mafieux russe. Il a accès à tant de choses, y compris à des fonds et d'autres organisations criminelles, et peut, avec un simple coup de téléphone, affecter l'économie mondiale. Pourtant, aucun organisme d'État n'a eu issue à la moindre preuve permettant d'établir un lien entre eux. Un jour, Santi me dit organiser une réunion entre le nouveau directeur du département international et M. Petrov. J'ai envoyé un SMS à Petrov et à la police espagnole. Elle a mis mon téléphone sur écoute. Je n'ai jamais vu et parlé avec lui. Alors que Santi était le chef de file des clients russes de la BPA, impliqué dans la section 311 américaine, Pablo était l'un des clients vénézuéliens de la BPA, impliqué également dans la section 311. Opération Huile.
Le FinCEN allègue qu'un réseau de blanchiment de capitaux s'est engagé dans une grande variété d'affaires pour des profits illicites en lien avec des fonctionnaires du gouvernement vénézuélien, y compris la compagnie pétrolière publique PDVSA, propriétaire de Citgo à l'époque. La PDVSA n'a jamais envoyé de l'argent à la BPA. J'ai été surpris quand j'ai lu le communiqué du FinCEN, car il n'y a aucune transaction de la PDVSA à la BPA. En fabriquant l'histoire selon laquelle BPA blanchissait de capital pour les Vénézuéliens, la police espagnole a dû faire preuve d'une grande créativité. Au cours de cette émission d'information nationale espagnole diffusée le 7 avril 2015, un mois après la section 311 américaine, le public a appris que la police espagnole avait mis sur écoute les téléphones des dirigeants de la BPA, tout en essayant de suivre la mafia russe, mais que le Venezuela est apparu en scène. Et la police espagnole a donc commencé à mettre sur écoute les téléphones liés aux clients vénézuéliens de la BPA. Bien que la police espagnole ait procédé à des écoutes téléphoniques à l'intérieur d'Andorre, elle n'avait pas de compétences pour intervenir dans une affaire opposant le Venezuela à l'Andorre. Et c'est là que le FinCEN américain est intervenu. La police espagnole a ensuite présenté au FinCEN des preuves de blanchiment de capital à la BPA pour les clients mentionnés dans la section 311 américaine, y compris le Venezuela, ce qui a conduit les États-Unis à fermer la BPA et le Banco Madrid. La première fois que j'ai vu une de mes conversations, c'était au journal. La transcription était mal faite. Mais ce qui m'a choqué a été d'entendre ces conversations à la télé. Au cours de cette même émission du 7 avril 2015, les médias espagnols ont commencé à diffuser les conversations téléphoniques rééditées de Pablo Laplana à la télévision nationale, comme preuve que la BPA blanchissait du capital pour les Vénézuéliens. Pablo n'avait aucune idée que son téléphone était enregistré, en 2013, jusqu'à ce qu'il regarde et entende ses propres conversations téléphoniques éditées, diffusées en direct à la télévision nationale espagnole en avril 2015, 2 ans plus tard, coïncidant parfaitement avec la section 311 émise contre la BPA. C'était très frustrant de savoir qu'il mente et de ne pas pouvoir démontrer le contraire. Pablo a immédiatement engagé un avocat et a porté le cas devant les tribunaux en mai 2015, quelques semaines après la première diffusion. Son avocat a présenté au tribunal des diagrammes montrant comment ces conversations avaient été fortement manipulées lors de leur diffusion. Mais aucune rétractation n'a été donnée et le système judiciaire espagnol n'a rien fait pour remédier à la situation. Quand j'ai vu et entendu mes propres conversations clairement manipulées, je ne peux pas trouver les mots pour décrire la frustration et la rage que cela m'a provoqué. Nous avons 2 accords avec le Venezuela. L'un d'entre eux est avec les assurances. Les clients vénézuéliens de la BPA étaient en partie des courtiers d'assurance internationaux qui recherchaient des réassureurs tels que Guy Carpenter ou Lloyd of London pour assurer diverses entreprises nationales au Venezuela. L'autre accord travaille avec les entreprises chinoises. Ces clients ont également négocié des accords pour construire des usines au Venezuela en utilisant la technologie chinoise, ainsi que pour importer des véhicules de Chine pour la vente au détail au Venezuela. C'est une opération commerciale. L'argent nous arrive de l'entreprise directement en Andorre, avec toutes les déductions fiscales incluses. Les documents judiciaires andorrans rendus publics ont expurgé les noms de nombreux clients vénézuéliens de la BPA. Mais ils ont dressé la liste d'autres banques avec lesquelles ils travaillaient, en représentant 90% des capitaux vénézuéliens versés par la BPA, ainsi que la liste d'autres banques vers laquelle les Vénézuéliens avaient viré la plupart de leur argent. Aucune banque de cette liste n'a jamais fait l'objet d'une enquête ou n'a été visée par la section 311 américaine. Le cas des Vénézuéliens est rare car ce sont des personnes qui n'habitaient pas au Venezuela et n'ont pas de rôle politique. Ils ont fui leur pays et ne sont pas d'accord avec Maduro. C'est très difficile de comprendre que ceci est un cas de blanchiment. Es muy difícil llegar a entender que esto sea así. Ce cas était sur la surveillance de l'unité d'investigation financière d'Andorre. Ils ont considéré l'activité des Vénézuéliens suspecte. Lorsque ces clients nous ont demandé de retirer 50 millions de dollars de la banque,
Nous les avons informés et ils nous ont exigé de bloquer l'argent. Puis, ils ont mené le cas au tribunal pour accuser ces personnes de blanchiment de capital. En novembre 2012, plus de 2 ans avant la section 311 américaine, le blocage des actifs vénézuéliens à la BPA pour ce blanchiment de capital présumé a fait l'objet d'un procès en Andorre. La décision finale du tribunal a été d'annuler le blocage, ne constatant aucun acte répréhensible. Le ministre de la Justice n'était pas convaincu et demanda d'enquêter sur le cas à nouveau. L'affaire a ensuite été portée devant une juridiction supérieure andorrane en juillet 2014, soit 8 mois avant la section 311 américaine, toujours sans avoir fourni de preuves suffisantes de crime ou de blanchiment de capital. L'argent est finalement libéré, mais pas la totalité. Ils ont laissé une somme à la banque. Ces personnes étaient innocentes. Joseph Anthony Sylvestre était l'un des avocats andorrans locaux représentant les Vénézuéliens dans cette affaire. Le juge et le tribunal ont affirmé qu'il n'y avait pas de preuves de blanchiment de capital de la part des Vénézuéliens et ils ont débloqué leurs comptes. L'autre avocat et moi, nous avons reçu notre paiement. Puis le communiqué FinCEN a été publié qui parle des citoyens vénézuéliens et ils ont rebloqué les comptes. Avec tout le procès concernant le blanchiment du capital de la BPA, ils ont vu un paiement dans mon compte. Ils m'ont demandé ce qu'il en était et ils ont conclu que j'étais un blanchisseur de capital. Êtes-vous fou? C'est le juge qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves. Être un avocat en Andorre est un métier très risqué. Il s'agit de González Boyer, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et partenaire du Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme, qui représente Joseph Anthony. Le juge qui a libéré l'argent avant le communiqué FinCEN est le même juge qui accuse Sylvestre et les autres avocats de blanchir du capital, après avoir déclaré que cet argent-là était de l'argent propre. En fin de compte, vous ne savez pas quoi faire. Vous gagnez un cas, vous êtes payé et vous vous retrouvez dans une situation pire que celle du client que vous avez acquitté. Elles ont lancé une procédure contre ma femme et moi, car elle est la copropriétaire du compte. Je crois qu'ils voulaient faire peur aux avocats. Tout mon argent à la BPA de ma carrière professionnelle a été bloqué. J'ai tout perdu et j'ai dû recommencer à zéro. Je suis contrarié. Actuellement, ils cherchent à attirer l'attention des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays d'Andorre. Si vous ne savez pas comment gérer un cas, vous accusez l'avocat. C'est le problème de l'Andorre. Enfin, le 4e cas de la section 311 américaine allègue que le BPA a travaillé avec le cartel de drogue de Sinaloa au Mexique et a facilité le transfert de grandes quantités d'argent en espèces provenant du trafic de stupéfiants aux États-Unis. Cela signifie que le cartel de la drogue de Sinaloa, après avoir été coupé de HSCB aux États-Unis, a fait exactement la même chose, sans que la section 311 ne soit pas émise à HCB, parviendrait à maintenir et à transporter d'énormes quantités d'argent en espèces par bateau et par avion des États-Unis jusqu'en Andorre, pour les déposer ensuite à la BPA. Est-ce possible que le FinCEN soit aussi stupide que ça d'ajouter ceci au communiqué? Nous n'avons jamais trouvé le moindre indicateur. Et personne n'a indiqué d'un lien quelconque avec le cartel de Sinaloa ou quoi que ce soit d'autre. Et il n'y a rien qui le laisse supposer. C'est cela que nous avons trouvé. Nous avons été dans plusieurs tribunaux aux États-Unis quand un juge demanda au procureur représentant à FinCEN
si elle avait des preuves. Et tout ce qu'elle peut répondre, c'est qu'ils ont publié une déclaration à ce sujet. Mais le juge insiste à lui demander si elle a eu des preuves contre la BPA pour justifier l'intervention de la banque. Elle recommence à dire qu'ils ont publié, mais le juge est contrarié et il insiste. Avez-vous ou non des preuves? Et finalement, elle dit que non. Et nous en sommes là. And she has nothing to say because he is upset already at this point. He said, "No, Your Honor." That's where we are. Ils ont tout axé sur la crédibilité criminelle du FinCEN et non sur des preuves. Si tout était correct, ce serait aux États-Unis dans un tribunal américain et non dans un tribunal andorran. Tout le système judiciaire de l'Andorre peut rentrer dans une salle d'audience à New York. Pourquoi l'avez-vous fait? Parce que vous n'avez aucun cas. C'était un moment où les États-Unis étaient très prudents et attentifs à ce qui se passait au Venezuela avec les Russes, dont ils ont assaisonné leur goût pour le rendre attrayant pour le gouvernement. De toute façon, c'est un petit pays sans intérêt stratégique, avec une petite banque et personne ne protestera. Nous avons un intérêt stratégique et politique de bien s'entendre avec les Espagnols. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, suivre le mouvement et les rendre heureux. Il y a donc deux pays qui se coordonnent, essentiellement pour empêcher des personnes innocentes d'avoir un recours valable. C'est troublant. Cela devrait être pour tout le monde et cela pourrait arriver à n'importe qui, n'importe où. Les banques et les régulateurs étrangers ne vont pas se battre. Ils ne sont pas battus pour leurs banques. Ils ont décidé de faire un cercle autour de l'autre et d'obéir aux ordres des États-Unis. La pénalité sera supportée au sein des Catalans. The penalty would be borne by the Catalans in their midst. La pénalité serait supportée au sein des Catalans. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Qu'est-ce qui motiverait l'Andorre et l'Espagne à accuser la BPA du blanchiment de capital en détruisant intentionnellement la banque et d'innombrables vies dans le processus? Cela a un nom, guerre juridique. C'est la réalité. Toute cette affaire est une guerre juridique. Il s'agit d'une guerre avec d'autres moyens qui consistent à utiliser des outils légaux au sein d'un système pour détruire les ennemis d'une manière qui semble être légale. Ils ont donc exploré les contradictions de la loi et utilisé le système juridique. Pourquoi? Parce que normalement, dans chaque pays, le système judiciaire n'a pas de contre-pouvoir ou un système d'équilibre des pouvoirs. Et ce qui s'est passé en Andorre est exactement la même chose. Ils ont voulu protéger la banque qui leur convenait et en détruire une autre. Pourquoi cette autre banque, la BPA, ne leur convenait-elle pas? Parce qu'elle ne voulait pas jouer le jeu de certaines choses qui étaient importantes à la fois pour l'Andorre et pour l'Espagne, à savoir la campagne visant à détruire le mouvement catalan. Pour moi, ce n'était pas une surprise, car nous savons parfaitement comment l'État espagnol agit ou réagit lorsqu'il se sent menacé par quelqu'un. C'est un ancien empire. En tant qu'ancien empire, fait de violence et de génocide, il n'a pas de limite. Et il a un sentiment de puissance lié au concept d'impunité. Peu importe que l'Andorre soit un État indépendant et souverain. La police espagnole pourrait agir à l'intérieur de l'État espagnol et aussi en Andorre. Nous n'avons donc pas été surpris de découvrir que le côté obscur de l'État espagnol agissait contre les intérêts de la Catalogne. A surprise to discover the dark side of the Spanish state is acting against Catalan interests.
Opération Catalogne. L'Espagne se compose de 17 régions, dont les plus connues sont Madrid, la capitale du pays, et la Catalogne où se trouve Barcelone. Ces deux régions sont en conflit amer depuis des siècles. Au XVIIIe siècle, l'Espagne a essayé de limiter la langue catalane et d'introduire l'espagnol à travers l'administration publique, les lois, les écoles, car pendant 200 ans, le catalan a été interdit à l'école. Pendant cette époque, sous la dictature de Franco, le journal en catalan était interdit comme la télé en catalan. La langue espagnole a été imposée pour la première fois au peuple catalan il y a près de 300 ans. Même si la plupart des gens ne parlaient que le catalan, les gouvernements espagnols successifs ont imposé décret sur décret pour affaiblir l'utilisation de la langue catalane. En 1881, la langue catalane a été interdite sur des documents juridiques. En 1896, dans les réunions publiques au téléphone, en 1900 au théâtre, en 1939 avec l'arrivée au pouvoir de Francisco Franco, la langue catalane est interdite partout. Les personnes surprises en train de parler le catalan sont arrêtées et sévèrement battues. Parler ou même lire un livre en catalan dans les lieux publics était considéré comme une protestation directe contre le long régime fasciste de Franco. Un régime qui a placé l'Espagne deuxième après le Cambodge et qui compte le plus grand nombre de personnes disparues. Vous avez eu un dictateur fasciste, Francisco Franco, en Espagne, et Hitler était un autre dictateur fasciste en Allemagne. Quand il a été stoppé, il y a eu des procès, une conclusion. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, la transition espagnole à la démocratie a été fausse. Franco est décédé dans son lit, comme un chef d'État. Il n'y a pas eu une révolution, ni de procès contre les fascistes. La biologie a été la cause de sa mort. Depuis la mort de Francisco Franco en 1975, le fantôme de ses idéaux fascistes est toujours présent en Espagne. Viva España! Viva España! Viva Cristo Rey! Un grand merci à Francisco Franco. Avec la répression qui continue en Catalogne, la scène est devenue centrale. Montrez-nous votre carte d'identité. Je suis catalane. Je suis catalane. Je me moque de la République catalane. Est-ce clair? Depuis que je suis petite, j'ai vu les différences. Quand j'allais au marché, j'entendais une grand-mère qui disait à son petit-fils de ne pas acheter à cela, car c'est catalan. Pourtant, vous habitez en Catalogne. Comment pouvez-vous dire cela et vous opposer à un produit fabriqué sur cette terre? Cela n'a rien à voir avec la politique. Nous avons beaucoup voyagé en Espagne et les gens nous insultaient car je parlais en catalan avec ma sœur. And I would find people insulting me and my sister for speaking in Catalan with each other. They would come to us and say, "You are in Spain, you should speak." Vous êtes en Espagne et parlez espagnol. Des situations violentes et pas agréables que j'ai affrontées toute ma vie. And I've been encountering this my entire life. Statut d'autonomie, loi accordant à un territoire ou une région le droit de s'autogouverner. Le premier statut d'autonomie catalan a été adopté par le Parlement espagnol en 1932, après que la Catalogne ait organisé un vote public ou référendum, avec 99% des Catalans votant à faveur de ce statut. 7 ans plus tard, lorsque Francisco Franco a pris le pouvoir, ce statut a été aboli, ce qui a entraîné 4 décennies de répression et carnage contre le peuple catalan. Après la mort de Franco, en 1975, un autre statut d'autonomie a été élaboré et adopté en 1977, mais il n'accordait à la Catalogne qu'une autonomie limitée. De 1980 à 2003,
Jordi Pujol a consacré sa présidence au droit de la Catalogne à l'autonomie et a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le mouvement indépendantiste catalan. Lorsque Pujol s'est retiré en 2003, un nouveau gouvernement est apparu en Catalogne. L'objectif principal était de développer un nouveau statut d'autonomie pour le pays. J'étais le chef d'opposition à cette époque-là au Parlement catalan. J'ai été pleinement impliqué dans cette opération politique et j'ai négocié personnellement avec le président Zapatero, le Premier ministre à l'époque. Nous avons négocié le statut d'autonomie et nous sommes parvenus à un accord qui a été transformé en une loi espagnole approuvée au Parlement espagnol par majorité. Puis, cette loi a été envoyée en Catalogne où un référendum a obtenu un 74% de vote positif. Le statut d'autonomie, le nouveau, était bien. Mais 4 ans après, en 2010, la Cour constitutionnelle espagnole a invalidé les principaux articles d'un nouveau statut d'autonomie de la Catalogne, préalablement approuvé par le peuple. Un des juges de la Cour constitutionnelle déclara que peu importe ce que le peuple ou le Parlement a décidé, cela ne peut pas arriver. Il est venu à New York car c'est un ami intime de mes beaux-parents et j'ai pu lui demander pourquoi pas essayer. Il m'a répondu, Miguel, les Catalans génèrent de l'argent, mais l'Espagne est dirigée depuis Madrid. Entre 2012 et 2013, il y a eu de grandes manifestations en Catalogne. Plus d'1,5 million de personnes sont sorties pour demander un référendum. Et c'est cela que j'ai essayé de négocier avec le président Rajoy. Le Premier ministre à l'époque, mais sa réponse était toujours la même. Il n'y a rien à dire. Pourtant, si 1,5 million de personnes se manifestent en Catalogne, ce qui est rare pour une démocratie consolidée, votre réponse est qu'il n'y a rien à dire? En novembre 2014, le président Artur Mas décida d'organiser un référendum symbolique, non contraignant, et non un véritable référendum, ce qui équivaut à un sondage d'opinion auprès de la population catalane en faveur de l'autonomie. 80% des électeurs se sont prononcés en faveur de l'indépendance. De retour à Madrid, le gouvernement du président Mariano Rajoy a réagi en condamnant le président Artur Mas pour désobéissance civile, en lui interdisant d'exercer une fonction publique pendant 2 ans et condamnant son parti à une amende de près de 5 millions d'euros. Le maire de Gérone, Carlos Puigdemont, a été élu président de la Catalogne. Cette décision remet la région du Nord-Est sur la voie de la sécession avec l'Espagne, après des mois d'impasse politique et la perte du soutien de son prédécesseur, Artur Mas. Nous sommes une minorité nationale en Espagne, que le 16% de toute la population espagnole. Nous n'avons pas assez de pouvoir pour que nos décisions soient respectées. Le seul outil du droit international qui protège les minorités est le droit à l'autodétermination. Et le seul moyen d'y arriver est d'être indépendant. En octobre 2017, le président Carles Puigdemont a autorisé la tenue d'un référendum contraignant sur l'indépendance de la Catalogne. Plusieurs personnes ne veulent pas l'indépendance de la Catalogne, mais ils veulent voter pour décider avec les autres de leur avenir. De ce jour-là, je me souviens d'un mot. Espoir. Bien sûr, il y a eu aussi un autre mot. Violence. La police pénètre dans un bâtiment et la situation semble très claire à ce stade du vote. Madrid
ne veut pas qu'il continue. Voici des manifestants à Gérone, dans le nord-est de la Catalogne, qui font face à des policiers. Les manifestants ont les mains en l'air en signe de non-violence, mais la police a apparemment commencé à les frapper avec des matraques. Une autre vidéo de Catalogne montre la police sautant sur des militants, leur donnant des coups de pied violents et les traînant hors du bureau de vote. Jetant les électeurs pacifiques dans les escaliers, les frappant avec des matraques et confisquant les urnes. Les Catalans ont fait la queue pour voter et plusieurs ont payé le prix fort pour cela. Les gens essayent toujours de voter ici, mais nous savons qu'à 2 rues de là, il y a un autre bureau de vote, une école, qui a été prise d'assaut par les forces de police. J'étais déçu de voir que l'Espagne n'a pas changé et j'étais triste de voir la haine des policiers espagnols. The hate in the face of Spanish policemen. They were activists in the name of the unity of Spain. They were not worried about C'étaient des activistes au nom de l'unité de l'Espagne, mais ils n'étaient pas préoccupés par l'image du pays. Un État autoritaire et violent, peu importe. C'est un jour de honte pour l'Espagne et pour l'Europe. J'ai réalisé mon entretien avec le président Puigdemont en septembre 2019 en Belgique, où il est toujours en exil. Mais 4 semaines seulement après mon entretien, cela s'est produit. 9 dirigeants catalans passeront entre 9 et 13 ans derrière les barreaux pour avoir participé à l'organisation d'un référendum sur l'indépendance en 2017. La grande majorité des électeurs se sont prononcés en faveur de la rupture avec l'Espagne et le Parlement régional a déclaré l'indépendance de la Catalogne. Mais quelques semaines plus tard, l'Espagne a annulé la déclaration d'indépendance, dissout le Parlement catalan et pris le contrôle direct de la région. La Cour suprême d'Espagne a prononcé les peines lundi après avoir déclaré les anciens dirigeants coupables de sédition. Déclenchant ainsi la pire crise politique en Espagne depuis l'époque de Franco. Les Catalans en colère ont réussi à fermer les aéroports et le réseau routier de Barcelone. La répression de la Catalogne par Madrid n'est pas seulement une question de culture, c'est aussi une question d'argent. Selon un rapport du Trésor de janvier 2020, rien qu'en 2015 et 2016, la Catalogne a versé à l'Espagne 33,6 milliards d'euros de plus qu'elle n'en a reçu. Quel est le rapport entre la guerre de Madrid contre la Catalogne et l'assassinat d'une banque privée en Andorre? Attendez de lire ceci. Wait until you get a load of this. En mai 2014, 10 mois avant la section 311 américaine contre la BPA, Joan Pau Miquel Prats reçoit la visite de l'attaché de l'ambassade d'Espagne d'Andorre, Celestino Barroso. Pau Miquel, très méfiant à l'égard de cette rencontre, décide d'enregistrer cette conversation avec son téléphone. J'ai un message de Madrid. La Banque d'Espagne fera une inspection de Banco Madrid pour la fermer. Entonces me han dicho que el Banco de España que comunique lo siguiente. El Banco de España está haciendo una inspección a Banco Madrid y se le van a cargar. Un businessman américain est prêt pour la racheter quand la Banque d'Espagne aura fini. Mais il vous appartient de maintenir les choses en l'état, de mettre un terme à l'inspection et à tout ce qui se passe actuellement.
tant que vous êtes d'accord avec quelque chose que je ne connais pas. Accedan a algo que yo no sé. Êtes-vous l'inspecteur de l'ambassade espagnole? Un policier? Oui, je suis inspecteur en chef de police. Inspecteur en chef de police de la police nationale? Oui, je suis inspecteur en chef de la police. L'attaché du ministère de l'Intérieur. C'est une mission personnelle. Est-ce une visite officielle? Tout ce que vous me dites est officiel? Laissons cela entre guillemets. À qui dois-je parler ou m'entretenir sur cela? Je ne sais plus rien. Ce que je sais, c'est que la Banque d'Espagne se prépare à fermer Banco Madrid et que quelques Américains vont acheter le reste. Tout cela peut être arrêté si vous faites ce qu'ils demandent, mais je ne sais pas ce qu'ils vous demanderont. Y que todo eso se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan que está en su mano para en su mano. ¿Qué se le va a pedir? No lo sé. Juan Pau Miguel voyagea à Madrid pour ce rendez-vous mystérieux. La personne qu'il devait rencontrer était le chef des affaires internes, Martin Blas. Ceci est un témoignage sous serment de ce qui s'est passé lors de cette réunion. Lors de la première rencontre à la Villa Magna, à Madrid, vous rencontrez Félix, qui est le Martin Blas. Qu'a dit exactement cet homme? Il me dit, je dois vous demander quelque chose, et je veux que vous fassiez très attention. Il a ouvert un journal, et j'ai lu ce qu'il a écrit. Cela disait, l'État espagnol est en guerre avec la Catalogne. Le problème national est notre priorité. Nous voulons des informations sur les comptes bancaires des familles de Mas, Junqueras et Pujol. C'est ce qu'il avait écrit pour que je le lise. Il a donc fermé le journal et il m'a demandé si j'avais tout compris. L'enquête menée par le gouvernement espagnol en Andorre essayait de trouver des comptes personnels du président Pujol, du vice-président Oriol Junqueras et les miens. Dans mon cas, ils n'ont rien trouvé car je n'ai pas de compte en Andorre, même s'ils pensaient que j'en avais un. Il a dit que nous ne l'avions pas comme client, sauf Pujol. Mais il ne pouvait pas nous donner d'informations car ce n'est pas légal. Atteignez vos conséquences alors. Accept the consequences. This is a coordinated work between Ceci est un travail coordonné entre la police espagnole et le département du Trésor, au moins, il n'y a pas de doute. No doubt about that. Because Car l'un des plus hauts gradés de la Guardia Civil y en los centros de salud habría que hacer un estudio de aquellos donde la incidencia, donde el riesgo sea mayor. Est apparu à la télé pour dire cela. Informer le département du Trésor d'une enquête sérieuse contre la BPA comme banque qui facilite le blanchiment de capital au niveau international. Mais même eux admettent ce qu'ils ont fait. Ils admettent eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Par ailleurs, cet homme, José Manuel Villarreiro, ancien commissaire de la police espagnole, a également été engagé pour aider à piéger le BPA. Villarreiro est un personnage très espagnol. Il a été très haut placé, maintenant il est en prison. Villarreiro était primordial avec d'autres policiers dans ce qu'on appelait l'opération Catalogne, qui est relié au blocage et destruction de la BPA. Il travaillait pour le gouvernement. Il était un policier, mais aussi un entrepreneur privé. Il a été l'intermédiaire dans des situations compliquées où des journalistes ont été kidnappés, etc. Mais il générait de l'argent pendant qu'il était civil. Il a admis plusieurs choses. Entre autres qu'il a menti pour détruire la BPA.
Où en sont les conséquences? Nous ne les avons pas vues. Il a beaucoup d'informations et s'il parle correctement, sérieusement et clairement, avec toutes les preuves, quelques-uns en Espagne auront de très très gros problèmes. Bien que le gouvernement d'Andorre sache parfaitement que la BPA était piégée par l'Espagne et qu'il a trompé le Trésor américain en présentant de fausses preuves, et donc qu'il est parfaitement conscient de l'innocence des dirigeants de la BPA, les procureurs d'Andorre tentent toujours d'emprisonner les principaux dirigeants de la BPA pour blanchiment d'argent. Cette fausse affaire pénale se poursuit jusqu'en 2020, 5 ans après la section 311 américaine. C'est quelque chose d'incroyable. La première pensée est de ne pas y croire. Quand vous vous réveillez le matin, vous diriez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas réveillé. Mais quand vous comprenez que c'est réel, que vous confrontez à une dépression, car c'est une situation compliquée d'accepter. Je l'ai ressenti, comme plusieurs de mes collègues. Beaucoup d'entre eux pour lesquels j'aurais mis ma main à couper. J'ai tellement de rage. Je sais que ce n'est pas bon pour la santé, mais je ne peux pas l'éviter. Je suis venue en Andorre pour travailler à la BPA. Et cela fait plus de 20 ans que je suis là. Je suis une Andorrane maintenant. J'ai le passeport andorran car mes enfants sont andorrans. Mais comme mon mari, je veux être dans le même pays qu'eux. Si ce n'était pas pour ma famille, je ne l'aurais pas eu. Je me sens trahi, vraiment trahi. De la part du superviseur, de la justice, de tous. J'ai été à plusieurs réunions avec le superviseur en me disant que nous faisions un bon travail, que nous travaillions bien. Des collègues d'autres banques qui me demandent « Explique-moi cela, Isabelle, c'est une très bonne idée. » Et après, ils disent que nous sommes des blanchisseurs de capital. J'ai collaboré avec la police en croyant que nous étions du bon côté. I have called the police a lot of times, and we have always helping them because we thought that we are on the right side. I mean, the reputational damage has been so... L'atteinte à la réputation a été si importante que je suis inemployable. Aucune entreprise m'embaucherait car son risque de réputation est très haut. Et même si vous voulez créer une entreprise, vous avez besoin d'avoir un compte bancaire pour cette entreprise et c'est très difficile de réussir. You will need to get a bank account for that business, and it will be very hard to do that. Tout mon argent continue bloqué à la BPA. Avez-vous accès à cet argent? Non. Je suis allé à toutes les banques andorranes pour ouvrir un compte bancaire et aucune banque ne me permet d'ouvrir un compte. Je vis de ma femme. Combien d'argent manque-t-il à la BPA? Des clients et des propriétaires, peut-être 1000 milliards d'euros, un peu plus. Diriez-vous qu'il s'agit d'un vol de banque astucieux? L'appelleriez-vous comme cela? J'ai cette impression. Que pensez-vous qu'il se passerait si quelqu'un décidait de mettre à tous ceux qui ont placé de l'argent à la BPA et de récupérer leur argent? Il n'y a pas assez d'argent. Cela ne sera pas possible, car il n'y a pas assez d'argent pour rendre aux clients, même si la justice décide de le faire. C'est pour cela que le système de justice andorran a besoin d'un verdict de culpabilité. L'Andorre
a même publié en première page de son plus grand journal les noms et tous les membres de la BPA qui risquent la prison, en annonçant le temps qu'ils passeront en prison et le montant des amendes qu'ils devront payer s'ils sont reconnus coupables. Joan Pao, 8 ans de prison, 100 millions d'euros d'amende. Santiago, 8 ans de prison, 70 millions d'amende. Isabelle, 7 ans de prison, 70 millions d'euros d'amende. Joan, 6 ans de prison, 70 millions d'euros. Pablo, 6 ans de prison, 70 millions d'euros. Vous êtes coupable avant d'être jugé. L'État a la permission, parfois, de faire tout ce qu'il croit nécessaire pour vous stopper et éviter votre réussite. Non seulement une guerre juridique, mais aussi une guerre médiatique. L'Andorre est un pays étrange. L'Andorre est un pays où il se passe des choses qui n'arrivent que là. Je ne sais pas si vous allez réussir à le traduire, mais l'Andorre est une entreprise douteuse. C'est une farce. Pour rendre les choses encore plus absurdes, alors que l'Andorre est occupé à essayer d'emprisonner ses propres citoyens innocents, le gouvernement andorran essaie simultanément de poursuivre contre l'Espagne pour extorsion, accusation de blanchiment de capital à l'encontre de la BPA. Il s'agit d'une violation des droits de l'homme dans la mesure où des policiers espagnols sont venus en Andorre pour prendre des mesures contre des citoyens andorrans, ce qui constitue clairement une violation de la souveraineté andorrane par l'État espagnol. Nous verrons comment l'affaire évolue et ce qu'ils obtiennent. Il y a maintenant des témoins. M. Villarreiro a témoigné et nous verrons comment le juge va enquêter. Je n'ai pas pu obtenir qu'un seul membre du gouvernement andorran me parle de cette histoire, à l'exception de la directrice de l'Institut andorran des droits de l'homme. Toute cette scène théâtrale qui a été jouée, sous prétexte que le modèle d'entreprise de cette banque impliquait de traiter de l'argent sale, de l'argent blanchi, tout cela, de plus en plus, est prouvé comme étant sans fondement. La vérité doit éclater. Cada vegada més s'està quedant sense fonament. La veritat ha de sortir. Tôt ou tard, la véritable histoire émergera. L'effet papillon. Vous commencez avec un avertissement FinCEN, un petit papillon, et vous terminez avec un ouragan de l'autre côté du monde. C'est ce qui s'est passé. Une lettre, sans aide, a battu ses ailes pour devenir un ouragan qui a détruit une banque, des familles, des avocats et plusieurs personnes. Ce n'est pas un cas d'argent quand ces personnes sont inculpées. Elles sont toutes sous surveillance et un problème social. Il ne faut pas oublier que l'Andorre est un petit pays. C'est des gens très respectés. Maintenant, ils sont traités comme des criminels. Pas seulement les propriétaires et le personnel de la BPA, les avocats aussi. Pourquoi sont-ils importants, les avocats? Car nous sommes derrière la dernière ligne de défense. Si nous sommes criminalisés, tout le monde peut l'être. Au bout du compte, nous voyons des familles détruites, des crédibilités détruites, un coût énorme en défense et des gens qui ne savent pas où ils seront d'ici un an. Cette affaire dure déjà depuis 5 ans et personne ne sait quand elle arrivera à sa fin. C'est très simple. Si vous tirez sur quelqu'un, vous connaissez les résultats plus ou moins. Mais si vous ne l'avez pas fait et vous êtes dans un processus de tirer sur quelqu'un, mais quand vous n'avez pas tiré, le résultat peut être n'importe qui. L'incertitude est énorme, comme l'impact sur leur vie, leurs sentiments, leur famille, leurs enfants, car tous sont des enfants. Et une partie de la destruction de l'ouragan a commencé avec un papillon de l'autre côté de l'Atlantique. Pensez-vous que cette affaire BPA sera un jour résolue? Avez-vous
quelque chose à dire? Je crois vraiment que personne ne peut résoudre les effets de l'ouragan sans résoudre la cause qui l'a provoqué. Ce n'est pas ici et pas en Andorre, c'est aux États-Unis. Vous vous souvenez de Jennifer Calvary, directrice des FinCEN? Elle a non seulement autorisé l'article 311 contre le BPA, mais c'est elle aussi qui a négocié l'amende de 1,9 milliard de dollars infligée par HSBC pour avoir blanchi de l'argent pour le col du cartel de la drogue de Sinaloa. Devinez où elle se trouve aujourd'hui. Jennifer Chasky Calvary, responsable mondiale de l'atténuation des menaces liées à la criminalité financière chez HSBC. Jordi Sinca, le trafiquant de diamants de sang devenu ministre d'Andorre et celui qui a chargé le cabinet américain PricewaterhouseCoopers de réaliser l'audit des clients de la BPA. 6 jours après l'adoption de la section 311 de la loi américaine sur le blanchiment du capital, en septembre 2019, M. Sinca devait être nommé directeur d'une succursale andorrane de PricewaterhouseCoopers, mais son poste a été supprimé en raison d'un grave problème de réputation. Cependant, en janvier 2020, Jordi Sinca a été nommé à la tête des fonds de réserve des retraites d'Andorre, l'administration de la sécurité sociale d'Andorre, chargé de sécuriser l'argent et la retraite des citoyens andorrans. Alors que la majorité des membres du cabinet du président Carles Puigdemont est toujours incarcéré dans une prison espagnole, l'Union européenne, dont le siège est en Belgique, a accordé au président Carles Puigdemont un siège au sein de l'Union européenne en janvier 2020. Carles Puigdemont a commencé son mandat de député européen à Strasbourg dans une grande attente médiatique. Avant de participer à la session plénière, il appela l'Europe à agir et déclara que la Catalogne n'était plus une affaire interne à l'Espagne. Nous sommes là pour rappeler et déclarer à l'Union européenne de s'impliquer dans une solution axée sur le dialogue. Gonzalo Boyer est également l'avocat du président Puigdemont. J'ai interviewé M. Boyer en août 2019 lorsqu'il a fait cette déclaration. Tôt ou tard, ils essaieront de nous inculper de blanchiment de capitaux, d'abus à mineurs, de trafic de drogue. Ils l'inventent parce que ce n'est pas une question de résultat, mais sinon de détruire la personne et de sa défense. Et 8 semaines plus tard, voici ce qui s'est passé. Quiconque possède de l'argent dans le système bancaire andorran doit tenir compte de 3 problèmes. Le premier est qu'il existe un système bancaire à réserve fractionnaire, mais pas de banque centrale. Personne ne peut donc jouer le rôle de prêteur en dernier ressort. Le deuxième problème est que l'Andorre utilise l'euro comme monnaie, mais n'est en fait ni membre de l'Union européenne ni de la zone euro. Elle n'a donc pas accès à la Banque centrale européenne. Et plus encore, elle n'a pas la possibilité d'imprimer des euros pour fournir des liquidités aux banques. Enfin, il y a un troisième problème, l'assurance des dépôts. L'Andorre en dispose à hauteur de 100 000 euros par compte. Mais l'absence de banque centrale et de moyens d'imprimer des euros signifie que cette assurance ne sert pas à grand-chose. Le budget annuel d'Andorre n'est que de 470 millions d'euros, alors que les banques d'Andorre gèrent collectivement plus de 49 milliards d'euros, soit plus de 100 fois le budget annuel de l'Andorre. Le budget annuel de l'Andorre ne couvre pas la moitié de ce qu'il est censé être gelé dans le BPA. Sorry. It's okay. No, we start again. Look, you have to have this money. Gardez cette monnaie d'Andorre parce que je crois qu'elle va disparaître. Yes.